vous m'entendez bien. Donc, si. OK, OK. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? OK, good. Et, et donc, on a avec nous, en fait, je sais que, en fait, beaucoup d'entre vous sont un peu fatigués parce que la journée a été en fait, a été pleine de formations, Plus que d'échanges. fatigué, Obed. Plus que fatigué. Début 9h, on est là depuis 9h. Ok, Sandy. Donc, maintenant, on a une dernière présentation pour aujourd'hui. Donc, sur l'IPv6. Donc, on a avec nous monsieur Kevin Swift, donc, qui est responsable des relations stratégiques à l'ACNIC. Et on a déjà collaboré et surtout, il a beaucoup supporté le Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Donc, grâce à lui, l'ACNIC est presque partout. Il était en Haïti plus de 2 fois, je sais. Donc, en fait, quand même, il a, en fait, vous venez d'échanger avec quelqu'un qui parle entièrement l'anglais, mais on a Kevin qui parle français et qui parle même créole. Donc, c'est quand même très bien. Donc, on aura échangé avec lui sur l'IPv6. Donc, merci de lui prêter toute votre attention. Donc, comme rappel, l'école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet, c'est initiative visant à vous mettre les mots dans la bouche et pour les débats qui concernent l'avenir de l'Internet en Haïti et à vous mettre aussi sur de nouvelles voies pour vous permettre de vous de vous voir dans un monde d'opportunités liées surtout à la gouvernance de l'Internet. Monsieur Obed, comment ça va? Merci beaucoup. Et Monsieur maintenant... Vas-y, Obed. Et en fait, Jean Mackinson ne m'a... Oui, monsieur Obed. Non, en fait, je voulais savoir, est-ce que réellement je suis sur le plateau? Puisque depuis ce matin-là, j'essaie de poser des questions, on dirait que je vois qu'on m'a vraiment ignoré. En fait, je voulais justement savoir si réellement je suis là. Vous pouvez, oui, Jean Mackinson, vous êtes là. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions et vous pouvez aussi lever la main si vous voulez prendre la parole. Donc, Monsieur Obed, pendant ces trois séances-là qui ont été déroulées, j'ai levé la main, rien n'est dit, j'ai écrit, j'ai fait tout, rien n'est dit. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, laisse-moi au moins essayer de voir est-ce que je suis sur le plateau. OK. Bon, vous êtes sur le plateau, Jean Mackinson. Donc, et si vous avez des questions, et maintenant c'est à moi même, en fait, de les traiter. Donc, au lieu de laisser aux intervenants de fouiller dans les chats, donc je vais moi-même fouiller dans les chats pour D'accord, merci. De nouvelles questions. C'est ça, Mackinson? D'accord, merci. Bon, je suis bien belle sur le plateau, merci. D'accord, merci, d'accord, Mackinson. Eh bien, nous passons maintenant la parole à M. Kevin Swift de l'ACNIC. Merci beaucoup. OK, bon après-midi. Merci Obed, merci Chapitre ISOC là en Haïti. Et j'identifie pleinement avec vous. Enfin, moi aussi, je suis très fatigué. Moi, fatigué là. Moi, je parle payol tous les jours. Et puis là, moi, non, ça, en fait, mon créole, c'est un peu différent. Ça a l'air un peu comme le créole martiniquais, mais bon. Ce que je disais, c'est que, enfin, oui, on est tous fatigués, mais de toute façon, j'espère que vous allez profiter de cette présentation que j'ai préparée sur l'IPv6.
J'espère que ça va être intéressant pour vous. Et bien, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans problème. Et puis, voilà, on commence. OK, est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui? Oui. OK. Bon. Ça, c'est très intéressant parce que moi, je ne vois pas la présentation. OK. OK. Alors, ça marche maintenant. OK. Alors, dernière présentation de la journée, l'IPv6. Pourquoi adopter l'IPv6 aujourd'hui même? Comme Obed avait dit, je m'appelle Kevin Swift. Je travaille chez LACNIC, ce qui est le registre adresse Internet pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Et puis, justement, on fait partie de 5 registres Internet régionaux dans le monde où on a la même fonction. C'est-à-dire, on est responsable de distribuer et de gérer les ressources d'Internet, les ressources numériques. Alors, quelles sont ces ressources? Tout d'abord, on connaît bien les IP, ce qui sont les protocoles d'Internet. Il y en a 2 versions, IPv4, IPv6, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle les ASN. Et qu'est-ce que c'est qu'un ASN? C'est un numéro de système autonome qui permet que les réseaux soient visibles sur l'Internet global. Alors ça, c'est une explication simple et la différence entre les IP et les ASN. Donc, l'ACNIC, c'est un organisme sans but lucratif, non gouvernemental, et à base de membres fondé en Uruguay en 2002. Avant la création de l'ACNIC, on faisait partie de la région Darin, ce qui est le registre pour l'Amérique du Nord et une partie de la Caraïbe. Mais à partir de 2002, il y avait des représentations auprès de l'ICANN et c'est à cause de ça quelques grands opérateurs et quelques pioneers, champions de l'Internet de la région d'Amérique latine, ils ont créé l'ACNIC. À présent, on a plus de 11 000 membres dans 33 territoires. Donc, 11 000 membres, c'est énorme. Et puis, nos membres, dans la plupart, ils sont des opérateurs de télécom, des ISP, ceux qui sont les fournisseurs de services d'Internet, les entreprises, des universités, etc. En fait, dans l'ACNIC, dans les catégories de membres, il y en a deux types. Il y a ceux que je viens d'expliquer, ceux qui reçoivent les ressources numériques de nous. Il y a aussi un autre membre qu'on appelle les membres adhérents. Et les membres adhérents sont des acteurs, soit individus, soit organisations qui contribuent au développement de l'Internet dans la région. Donc, s'il y a quelqu'un qui est très reconnu pour ses efforts, pour ses tentatives de créer, de faire croître Internet, ils peuvent aussi être reconnus comme membres. Mais ça, c'est un autre type de membres, ce qu'on appelle les membres adhérents. Alors, je continue. OK. Est-ce que... Voilà, maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IPv6? Tout simplement, on va remonter au IP. Un numéro IP, tout dispositif qui se connecte à l'Internet a besoin d'une adresse IP, qu'il soit un superordinateur, un smartphone, un capteur, etc. Les IP, les dispositifs ont besoin des IP pour se parler entre eux. Nous, les êtres humains, on reconnaît mieux les lettres.
Donc, par exemple, pour faire des recherches sur Internet, il faut accéder à ce qu'on appelle l'URL. Il faut taper www. quelque chose et ça donne une réponse et ça dirige vers un site web qui, en fait, c'est un serveur avec une adresse IP. Ce système entre les lettres ou les nombres et les numéros, on appelle ça le DNS, le Domain Name System. Mais tout simplement, la partie de l'Internet dont on s'occupe, c'est les IP, la partie des numéros. Donc, à l'origine, il y avait l'IPv4, mais c'était à l'époque quand l'Internet était un expériment des militaires des États-Unis dans les années 70. Et c'est pour ça, à l'époque, ils n'ont pas considéré qu'il y aura une telle croissance de l'Internet telle qu'on connaît maintenant. Donc, on a épuisé toutes les adresses IPv4. En fait, c'était l'année dernière, en août, le 17 août, quand c'était le dernier allumement de l'IPv4 que l'ACNIC a fait. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de IPv4, de l'ACNIC directement. Il y a une façon d'obtenir plus de IPv4, mais c'est à travers le marché secondaire, ce qui est un marché entre les acheteurs et les vendeurs qui se négocient entre eux. Excusez-moi, Pardon? Oui, le slide ne change pas selon ce Ah, vous ne voyez pas le slide, pardon? Non, on est toujours sur le numéro 1. le numéro 1. Ah bon? OK. Enfin, ce que je vais faire, je vais essayer de relancer ça de nouveau. Peut-être que ça sera... Oula. You could stop sharing and try to share again. Oui, je vais essayer. Kevin, can you stop sharing and share it again? Oui, je suis là, je suis là. C'est juste OK, ça marche maintenant. That's great. OK. Alors... Let's try again. OK. Alors, c'est bon? Et si je fais full screen? Oui, maintenant on le voit. On voit une autre. OK. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que c'est que l'IPv6? Oui. OK. Parfait. OK. Donc, je vais continuer. Ce que je disais, c'est que, il y a plus de IPv4 chez l'ACNIC, sauf si vous cherchez l'IPv4 sur le marché secondaire, ce qui est un marché ouvert entre les acheteurs, les vendeurs, et c'est entre eux qui fixent les prix. Donc, il n'y a pas d'intervention de l'ACNIC au sujet des prix de l'IPv4 sur le marché secondaire. Il n'y a que juste un petit démarche administratif pour mettre à jour le record de l'IP. Alors, dans notre région, le taux de déploiement de l'IPv6 est moyen au niveau mondial. OK. Est-ce que vous voyez ce slide? Le déploiement, oui? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Essaie de cliquer sur la partie 4. OK. Maintenant, oui? Non. OK. Ben, je vais essayer de quitter le slideshow.
Vous voyez, j'ai un petit problème là parce qu'il y a mon écran qui ne marche pas sur mon MacBook. Donc, c'est pour Ah. ça que j'utilise un moniteur. Mais Est-ce que tu as deux choses qui est en parallèle sur l'ordinateur? Essaie de déconnecter le moniteur et faire la présentation directement sur ton laptop. oui, mais c'est ça le problème parce que l'écran de mon laptop ne marche pas. Ah, OK, essaie de... OK, Donc, je vais juste quitter le full screen. Oui, oui. Voilà. Et comme ça, j'espère que ça marchera mieux. Il te faudra cliquer sur les numéros, sur 4, 5 et 6. Et puis, OK. Excusez-moi. Excusez-moi. pas grave. Ouf, là, je vois rien. Oh, Ah, OK, I think it's OK. working. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le Le déploiement déploiement de de l'IPv6. l'IPv6 vers l'utilisateur final. OK, parfait. C'est pas mode full screen, mais bon, vous voyez. Oui, OK, vous voyez ce que je vois? oui. Parfait. OK. On continue comme ça. OK. On débrouille. Bon. Alors, au niveau du déploiement de l'IPv6 dans la région vers les utilisateurs finaux, et on parle des utilisateurs finaux ici parce que pour mesurer le déploiement IPv6, il s'agit de ce qu'on voit comme consommateur d'un service d'Internet. Donc, déploiement global, janvier, enfin, ce mois, aujourd'hui, 30% à peu près. Et en Amérique latine, il y a quelques champions de l'IPv6 comme le Mexique, le Brésil, l'Uruguay, etc. Par contre, il y a quand même quelques pays comme le Chili, le Panama, le Venezuela, Costa Rica, où ils n'ont pas un grand déploiement de l'IPv6. Pour nous, un déploiement, d'abord, il faut au moins que ça surmonte 1% du trafic total. Mais là, même s'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de débats, en fait, les opérateurs, ils n'ont pas déployé l'IPv6. Et dans la Caraïbe, on voit une histoire pareille. Il y a les leaders comme la Guyane française, je mets ça dans la Caraïbe parce que je ne l'ai pas mis dans l'Amérique latine. Donc, la Guyane française, d'abord, avec 42% à peu près, ou bien 43%. La Martinique, la Guadeloupe, 28 et 24. Trinité et Tobago, 21%. Saint-Martin, 8%. Suriname, 7%, etc. Bon, là, messieurs, dames, malheureusement, en Haïti, il n'y a pas d'action. Là, pour les pays AW, ça c'est Aruba, Curaçao, le Cuba, Guyane, la Guyane britannique, Haïti, il y a 0% de mouvement de ces statistiques. Donc, c'est-à-dire, on sait bien qu'il y a l'IPv6 dans le pays parce qu'en fait, depuis 2011, selon les politiques de l'ACNIC, toute demande de l'IPv4, il faut aussi faire une demande de l'IPv6, même si on a des projets pour les utiliser ou pas. Donc, il y a des allumettes de l'IPv6 dans le pays, mais malheureusement, les opérateurs, ils ne l'utilisent pas. Alors, pourquoi le déploiement de l'IPv6 est une bonne stratégie pour les gouvernements, les entreprises et les utilisateurs finaux? Première raison. C'est une question logique. Le nombre des utilisateurs Internet en Amérique latine et Caraïbes se lève à 400 millions à peu près, mais l'espace IPv4, ça va jusqu'à 190 millions d'adresses. Donc, il n'y a pas assez d'adresses pour les utilisateurs d'Internet.
Et en fait, ça implique qu'il y aura 2 utilisateurs pour chaque adresse Internet, ce qui n'est pas une situation désirable. Le taux de pénétration d'Internet dans la région, c'est entre les 50% et 60%. Donc, il n'y a pas assez de IPv4 pour connecter les 300 millions de personnes dans la région. Et ça, c'est dommage parce qu'il faut, enfin, ça, c'est le but de toutes les organisations d'Internet, de connecter le monde, de connecter les non connectés. Et en Haïti, enfin, on voit bien que, j'ai même pas besoin de vous expliquer ce qui se passe en Haïti. Vous voyez bien qu'il y a un taux de pénétration de 33%. Ça, c'était en janvier 2020. Et enfin, on espère que ça continue à augmenter dans le temps. Mais pour augmenter, il faut absolument utiliser l'IPv6. C'est juste comme ça. On verra bien pourquoi tout à l'heure. Deuxième raison. Enfin, j'ai mis là le site web du Parlement de la Trinité et Tobago a été piraté en 2012. C'était très intéressant. Quand on allait sur le site web, il y avait une grande annonce d'un hacker qui disait enfin, toutes les mesures de sécurité sont nulles et il faut absolument qu'il change ça. Et enfin, ça restait comme ça à peu près 3 jours, c'est-à-dire tous les techniciens du gouvernement, du Parlement, ils n'arrivaient pas à résoudre ce problème du piratage pour 3 jours à cette époque-là. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas retrouvé les coupables. Et ils n'ont pas retrouvé les coupables parce que, l'une des raisons, c'est que c'est un peu difficile à tracer les coupables avec l'IPv4, surtout si les opérateurs utilisent une technologie qu'on appelle NAT. NAT, plus ou moins, c'est une technologie de diviser une seule IP à plusieurs dispositifs. Donc, on peut imaginer qu'il y aura une adresse IP qui sert plus de 1000 dispositifs. Et comme ça, ça devient très compliqué de déterminer, de cerner exactement d'où vient une attaque, d'où vient un incident, parce que c'est comme je dis, c'est 1 à 1000 personnes. Et pour tout ce qui est le processus légal, tout ce qui est les investigations, ça devient très compliqué avec l'IPv4. Il y avait aussi quelques cas importants dans la région du piratage des sites web des journaux dominicains et aussi piratage et vol chez Digicel Jamaïque. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est des cas assez exceptionnels. Et voilà. Est-ce que vous continuez à me voir bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Ça va bien. On est sur slide 6. OK. Parfait. Voilà. Alors, la traçabilité est fondamentale pour améliorer la sécurité informatique et la confiance dans l'Internet comme utilisateur. Et c'est ça que l'IPv6 permet. Il permet la traçabilité des transactions. Voilà, parce que l'idée, c'est de revenir au principe de génie du début, que chaque dispositif devrait utiliser une seule adresse IP. Ça, c'est le cas idéal. Évidemment, ça ne marche pas comme ça maintenant, mais avec l'IPv4, ça aurait été impossible. Avec IPv6, possible. IPv4, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y avait à peu près 4,3 milliards d'adresses IPv4, dont la plupart de ces adresses n'étaient pas accessibles, n'étaient pas disponibles pour le monde.
il y a toujours quelques grandes entreprises aux États-Unis qui ont ces IPv4. Donc, on avait commencé avec la commercialisation de l'Internet, la mondialisation de cet outil dans les années 90, fin 95, non, 95 à peu près. Et là, on n'avait pas, c'était pas juste au début la quantité de ressources qu'on avait pour faire croître notre Internet. Mais bon, on continue là. Enfin, le dernier point là est très important aussi. Avec la traçabilité, avec un moyen de tracer, ça limite le besoin de réaliser une surveillance massive. Donc, je dois insister là que la traçabilité, l'IPv6 n'est pas la solution magique, pas du tout. Il faut implémenter l'IPv6 avec un cadre de politique et de loi qui protège les données, la vie privée, qui permet, dans les cas justifiés, l'interception des communications quand il y a un cas soupçonné d'une attaque, cyberattaque. Mais tout simplement, l'IPv6, ça contribue à ce qui est la sécurité informatique, grosso modo. Je continue. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. OK, je pense que c'est bon. Troisième raison. Le taux de dispositifs connectés augmente de façon exponentielle et différemment de le taux de croissance des utilisateurs d'Internet. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Là, on parle de l'Internet des objets et des initiatives comme les villes intelligentes, l'Internet industriel, Internet 4.0, etc. Et dans ces scénarios, on aura besoin de beaucoup plus de IP, de blocs massifs de IP qui ne correspondent pas avec le nombre d'abonnés dans le monde. Donc, au début, selon l'évolution de la technologie, on avait commencé avec un ordinateur pour chaque famille. Ça est devenu un laptop pour chaque personne. Et maintenant, la tendance est que chaque personne a à peu près 3 dispositifs, soit son ordinateur, son portable, son téléviseur, qui ont besoin d'une adresse IP. Mais avec l'Internet des objets, ce qui existe déjà, il y a les voitures connectées, les frigos connectés, il y a tous les dispositifs, tous les appareils ce que vous pouvez imaginer qui sont connectés, qui ont besoin d'un numéro pour se connecter à un réseau. Et dans ces cas, ils utilisent les IP. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument favoriser l'IPv6 au lieu d'utiliser l'IPv4. Et pourquoi pas l'IPv4? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quatrième raison, et ça c'est une raison très importante, nos pays peuvent devenir des cibles d'un déversement technologique, dumping. Si les autorités compétentes ne sont pas conscientes des tentatives de quelques fabricants pour disposer des équipements obsolètes. Et quand on parle des équipements obsolètes, on parle des équipements qui utilisent seulement l'IPv4. Et ce n'est pas de la sci-fi. Enfin, il y a quelques cas dans Amérique latine où il y avait des cas de dumping avec des équipements obsolètes. Et malheureusement, il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas de façon de rectifier ces situations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On reçoit tous ces équipements à un bon prix parce que c'est à cause de ça que les opérateurs ils avaient acheté les équipements bon marché.
mais malheureusement, ça n'aide pas dans la modélisation et dans le développement de leur réseau. Donc, ça, c'est un vrai peur qu'il faut attendre, qu'il faut aborder dans les questions sur l'IPv6. Donc, il y a quelques conseils que les entreprises devraient limiter ou rejeter les achats des équipements obsolètes à tout prix. Les douanes devraient reconnaître que quand il s'agit d'un cas d'une importation d'un équipement obsolète, et aussi pour la fonction publique, il est très important que les gouvernements, les ministères, qu'ils exigent que leurs fournisseurs utilisent seulement les appareils qui favorisent l'IPv6. Bon, il y a quand même un retard dans le déploiement dans notre pays. Il y a quelques années, en 2016, on a fait une étude à travers une collaboration avec CAF, ce qui est le Banque de développement d'Amérique latine. Et là, on a fait plusieurs enquêtes parmi nos membres. On a fait aussi quelques cas d'études spécifiques en échantillon de 10 pays où on avait fait des interviews avec des opérateurs, des régulateurs, des ministères, des communautés de TIC, etc., pour comprendre bien pourquoi il y a autant de retard dans le déploiement d'IPv6. L'une des conclusions qu'on voit, c'est que les opérateurs, ils ne comprennent pas du tout les aspects stratégiques de l'IPv6. Il y a toujours cette question s'il y a une demande ou pas, mais ça c'est un peu myopique parce que comme j'ai dit, on verra tout à l'heure que le panorama, ça change et ça change très vite. À peu près, pour un opérateur, pour faire un déploiement IPv6, il faut un minimum de 3 ans, 4 ans pour le faire en considération de ses objectifs financiers. Mais si on attend jusqu'au dernier moment pour faire une grande transition, ça ne marche pas. Il y aura beaucoup plus de coûts, il y aura beaucoup plus d'inconvénients. Donc, il faut absolument faire des plans stratégiques. Il faut commencer dès les équipements dans les locaux, tout le centre des réseaux, jusqu'aux équipements chez les consommateurs. Et dans cette étude, vous verrez bien tous les conseils pour faire un bon déploiement, à part ce qu'on avait trouvé en ce qui concerne les cas spécifiques, les raisons pour lesquelles les pays n'ont pas déployé IPv6. Alors, il y a un rôle pour tout le monde. Où est-ce que vous vous trouvez dans cette situation? Là, j'ai mis l'ACNIC, gouvernement, les ISP, les utilisateurs finaux, machin. L'ACNIC, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2005, on travaille avec les opérateurs pour renforcer leur capacité et la sensibilisation sur l'IPv6. On a tous les ans des cours en ligne sur l'IPv6, un cours fondamental et un cours avancé sur l'IPv6. Pour l'instant, les cours sont en espagnol. Il y a le cours fondamental de l'IPv6 en anglais. Il y a aussi des cours sur les éléments de la sécurité. Il y a d'autres cours pour renforcer les compétences des techniciens dans toute la région. Et aussi, on a des campagnes. Par exemple, il y a quelques jours, il y a une campagne qui s'appelle IPv6. Et je vous donne le nom exact. Voilà. C'est le challenge, le défi l'IPv6. Et avec ça, c'est la 9e édition. Et avec le défi IPv6,
c'est une façon de produire des documents de problèmes concrets pour le déploiement IPv6. Et avec ce concours, il y aura des prix, en fait, les gagnants. Ils ont des prix pour, enfin, à l'époque, c'était pour voyager à un événement de l'ACNIC, mais pour l'instant, tout le monde est chez eux. Mais il y a des formes de reconnaître le bon travail de chacun avec ce concours. Et aussi, comme la preuve de nos efforts, on voit ici dans le monde que l'ACNIC est la région où presque la plupart ou la totalité de ses membres a l'IPv4 et l'IPv6. Donc, il n'y a pas question de si on a l'IPv6 ou pas. Et comme j'avais expliqué en 2011, il y avait une politique qui obligeait la double demande IPv4 et IPv6. Et c'est pour ça qu'on a, en ce qui concerne la disponibilité chez les opérateurs, le taux le plus élevé de l'IPv6 dans le monde. Ça, c'est selon la disponibilité, pas le déploiement. Alors, pour les gouvernements, j'ai mis ça, malheureusement, c'est en anglais, mais pas de problème. Il y a quelques actions que les gouvernements peuvent prendre. Par exemple, ils peuvent exiger que les opérateurs schématisent chaque abonné, chaque dispositif à une seule adresse IP. Alors, ça peut se faire dans les licences de télécommunication, et ça peut se faire dans le média parce que c'est très facile à faire avec l'IPv6, que chaque abonné est schématisé à une seule adresse IP. Ils peuvent aussi faire pour les achats publics, que les équipements soient compatibles avec l'IPv6. Aussi, ça peut se faire tout de suite. Il peut limiter l'usage de NAT, CGN, c'est Carrier Grade NAT. Et ça peut se faire aussi avec les licences. Il peut demander ou exiger qu'il y ait un service public ou e-government soit compatible avec IPv6. Ils peuvent aussi favoriser le contenu statique sur le web dans l'IPv6. Tout ça, ce sont des actions que les gouvernements, la fonction publique peuvent prendre tout de suite pour produire, pour aider l'adoption de l'IPv6 à l'échelle nationale. Et ce qui est très important, c'est le dernier conseil, éviter, rejeter les équipements obsolètes, les équipements IPv4 seulement. Ça peut se faire comme politique des bureaux de la fonction publique, dans les licences pour les opérateurs et à l'échelle nationale, parce que le cas de déversement technologique, c'est pas une situation confortable du tout. Et comme j'ai dit, ça s'est passé déjà dans la région. Et aussi, ça c'est juste pour connaissance générale, il y a un recueil de mesures que quelques pays ont pris pour promouvoir l'adoption de l'IPv6. Ce que vous verrez, c'est là, si vous voyez, là où j'ai mis Target, il s'agit très clairement des plans, des initiatives ambitieuses pour promouvoir quelque chose de concret. Dans le cas du Mexique, c'était pour un projet de l'Internet des objets. Dans plusieurs cas, il s'agit d'améliorer l'efficacité de leur réseau public. Il y a aussi dans tout ce qui sont les achats, procurement, pour favoriser le gouvernement électronique, etc. Donc, je vous laisse ça pour consulter quand vous pouvez. Alors, ça, c'était à l'échelle, au niveau des pays.
Et là, ce sont des conseils au niveau régional dans le OES, le OEA, et aussi comme conseil dans le cadre du Caribbean IGF. C'est un document vivant où il y a des conseils sur comment aborder le déploiement IPv6. Alors, quel est l'avantage pour les entreprises? Les coûts de la base de clients, ça c'est l'avantage de déployer l'IPv6. Pourquoi? Comme j'ai dit, il y a plus de IPv4 chez l'ACNIC. Alors, ce qu'on payait pour une adresse IPv4, ça ne reste pas du tout stable. Pas du tout stable. En fait, selon quelques projections, il y a un IPv4. Je suis sûr que vous ne voyez pas clairement ce qu'il y a ici sur le graphique, mais un IPv4, ça coûte à peu près maintenant plus de $18 américains pour une seule adresse IPv4. Donc, est-ce qu'on veut rester avec les IPv4? Je ne pense pas. Hein. Ça n'a plus logique si on regarde bien les prix de l'IPv4 sur le marché secondaire. Et vu que dans cette région en particulier, il n'y en avait pas beaucoup au début, ça devient de plus en plus limité. Et c'est pour ça que les prix sont élevés. Alors aussi, pour les opérations avec IPv4 seulement, ça ne va pas bien. Selon les tendances actuelles, presque 80% du monde aura l'IPv6 dans 4 ans. Donc, la plupart des opérateurs, ils pensent utiliser la traduction technique, c'est-à-dire l'IPv4 comme un service, tandis que la performance des réseaux qui utilisent seulement l'IPv4, ça s'aggravera. Donc voilà, même si on utilise IPv4, ce n'est pas pour juste connecter tous les dispositifs, sinon pour faire une fonction spécifique. Et aussi, si on parle des CDN, des caches de Google, de Akamai, etc., et on veut bien qu'il y ait des installations de ces caches dans nos pays pour accélérer les services, il faut absolument déployer l'IPv6. Ça marche avec l'IPv6. Ça marche mieux avec l'IPv6. Quel est l'avantage pour les universités? Enfin, chaque université, on espère, toutes les universités sont concernées par l'innovation, la recherche et le renforcement des capacités. Donc, les universités jouent un rôle dans tout ce qui est le système d'innovation. Et, enfin, par exemple, quand on parle de l'Internet des objets, des villes intelligentes, l'idée dans nos pays, ce n'est pas d'acheter une solution étrangère. Ce qui serait idéal, c'est si on peut produire nos propres solutions pour nos propres réalités. Et ça commence à l'université. Donc, c'est pour ça que cette adoption vers l'IPv6 est important, pas seulement en tant qu'utilisateur, consommateur, sinon comme producteur de la technologie. Parce que, justement, on veut bien voir qu'il y a plus d'ingénieurs qui vont produire, qui vont faire des applications de nouvelle génération à base de l'IPv6, qui vont trouver des solutions pour nos problèmes dans nos sociétés avec des applications de nouvelle génération qui a une base IPv6. Donc, c'est une bonne opportunité pour les universités pour en profiter. Et dernièrement, j'ai bien coupé, j'avais plus d'informations, mais je me suis dit aussi, ça va allonger la présentation trop. Donc, dernièrement, pour les utilisateurs finaux, il s'agit tous de l'expérience. Déjà, la possibilité de proposer des solutions, ça ne devrait pas seulement
provenir de l'université, ça peut venir d'un utilisateur régulier. Et aussi pour l'expérience d'Internet, pour les communautés des joueurs de jeux vidéo, etc. Même s'il y a que des personnes qui aiment que regarder Netflix, c'est avec l'IPv6 que l'expérience va s'améliorer, qu'on peut bien profiter de l'expérience. Parce que avec l'IPv4, déjà, il y a un gâchement, disons, de l'expérience à cause des changements qui se passent au niveau international. Donc, je vais arrêter là parce que là, je sais que j'ai beaucoup parlé. Il est tard, mais je veux bien qu'il y ait au moins une ou deux questions s'il n'y a pas de questions, peut-être j'ai tout expliqué. J'ai essayé de faire une présentation simple aussi. C'est pas souvent que j'explique tout ça en français, donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire une présentation simple. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer de voir la carte. OK. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de transformer l'IPv4 d'un équipement en IPv6 au lieu de rejeter radicalement? Au niveau des équipements, non. Certes, il y a des techniques de traduire l'IPv4 vers l'IPv6. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique dual stacking, c'est quand il y a les deux, l'IPv4 et l'IPv6. J'oublie là la technique de l'IPv4 encapsulée dans un paquet d'IPv6, mais ça existe. Mais au niveau des prix, c'est pas du tout durable. C'est-à-dire, les technologies, les équipements pour favoriser tout ça, ça coûte beaucoup et ça va pas, comment est-ce que je vais expliquer ça? Ça va pas bien appuyer la performance des applications tout d'abord et ça marche pas pour ce qui est le développement et l'évolution des réseaux. Donc, voilà. Donc, c'est possible, oui, mais au niveau des équipements, il faut absolument les rejeter. Si il s'agit, je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent les nouveaux portables, machin, presque la plupart des nouveaux portables sont toujours, ils peuvent déjà travailler avec IPv4, IPv6, sans problème. Mais comme j'ai dit, si on est un petit opérateur, si on veut faire juste un petit réseau et on se dit, OK, j'ai besoin de quelques routeurs, machin, je veux juste acheter telle chose. Attention. En anglais, on dit, if it's too good to be true, c'est une mauvaise idée. Et en fait, il faut faire attention aux choses comme ça. Parce que c'est à cause de la différence des connaissances notre région, et pas seulement notre région, mais aussi en Afrique, on devient des cibles et aussi on devient des territoires où il y a ces déversements technologiques. OK. Can someone can use two different IP for one host? How can I change IPv4 for IPv6? Yes. Pardon. If someone can use two different IPs for one host. Yes, you can use two different IPs for one host. Voilà, là c'est tout à l'heure quand je parlais des techniques, franchement, c'est une technique qui s'appelle dual stacking. Et avec dual stacking, plus ou moins, ça permet
qu'il y a tout d'abord l'emploiement de Happy Eyeballs, c'est-à-dire vous préférez la circulation du trafic sur l'IPv6 si ça existe et c'est habilité. Et sinon, au cas où il n'y a pas le test de Happy Eyeballs, ça remonte à l'IPv4 pour continuer. Mais ça existe et c'est une technique dual stacking qui permet tout ça. J'espère que je m'explique bien et je présente mes excuses si j'arrive pas à bien m'exprimer en français les concepts techniques comme ça, mais on va se débrouiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, sinon, je vais envoyer cette présentation au chapitre. Et de toute façon, vous pouvez me rejoindre sans problème. Je ne voyage pas, je vous tous les jours, 24 sur 24. Il y a une dernière question. Ça peut marcher. Oui, le dual stacking, justement, c'est une technique de habiliter l'IPv6 et l'IPv4. Et aussi, ça utilise un protocole qui s'appelle Happy Eyeballs, qui permet trafic dans l'IPv6 d'abord. Et si ça ne donne pas réponse IPv6, ça change à l'IPv4. Comme je dis, c'est une explication très simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est ça permet qu'il y a la lecture des deux protocoles en même temps, à peu près. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon. Je vois une question. Quels sont les inconvénients de l'IPv6? Vous avez donné les avantages, mais il existe des inconvénients. Enfin, est-ce qu'il y a des inconvénients? Je veux juste remonter au point de traçabilité. Donc, comme je l'ai dit, la traçabilité, ça fait partie de la grande conversation de comment on s'occupe des données, comment on aborde les questions des traitements de données. Donc, il y a quelques critiques que cette idée de schématiser un IP pour un abonné, ce n'est pas une bonne idée parce que ça quitte tout ce qui est la vie privée de quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des contrôles dans ce système. Donc, ce n'est pas une solution magique, comme j'avais dit. Il faut penser à l'IPv6, au déploiement de l'IPv6 avec d'autres choses. Il faut avoir des lois de protection des données. Il faut avoir aussi des lois de l'interception des communications pour autoriser les autorités de faire des surveillances des choses suspectes sur le réseau. Il faut avoir des lois de délits, de cybercrime, des délits cybernétiques. Il faut absolument avoir ça, sinon, sans loi, il n'y a pas moyen d'adresser des problèmes. Aussi, ces lois de délits cybernétiques, elles doivent correspondre avec les lois des autres. Parce que s'il y a un crime qui existe dans un seul pays et ça n'existe pas ailleurs, et la plupart, presque 90% des délits cybernétiques ont un aspect international, enfin, ça ne sert à rien. Donc, il faut aussi avoir la compatibilité dans les cadres légaux dans tous les pays.
Donc, quelques inconvénients, je parlais un petit peu de la traçabilité, c'est une bonne chose, mais aussi ça peut être un peu négatif si on n'a pas assez de protection, si on ne pense pas bien de ce qui est le traitement des données. Et puis, voilà, après ça, c'est une question des goûts personnels, pardon. Et quand je parle des goûts personnels, ce qui est la tendance, c'est que tous les objets, tout va être connecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelques-uns, ça c'est une bonne idée, une très bonne idée, parce que comme ça nous soulage des petits problèmes, de résoudre des choses, de faire des tâches, machin. Mais pour d'autres personnes, ça quitte la vie privée complètement. Ben, si on a par exemple ces appareils de Google Home et de Alexa, machin, ce sont des appareils qui écoutent tout le temps. Ils écoutent tout le temps parce qu'ils attendent des commandes. Alexa, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire machin? Mais ça veut dire que quand tu ne dis pas Alexa, machin, ça continue, ça enregistre exactement tout ce qu'on dit. Alors, il y a toujours cette question des avantages et des inconvénients. Il y a toujours cette question des goûts personnels. Mais quand je dis pour l'IPv6, au niveau technique, il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a que des avantages. Et la question de la quantité, si on parle de l'IPv4 comme la taille c'est un ballon de golf, comme ça, l'IPv6, c'est la taille du soleil. Il y aura beaucoup pour pas seulement nos vies, mais pour la vie de nos enfants, pour plusieurs années. Ce qu'on anticipe, ce qu'on prévoit, c'est qu'il y aura beaucoup d'adresses IPv6 dans le futur. Et ça continuera comme ça. OK, alors comme j'ai dit, je vous laisse la présentation. Vous pouvez me rejoindre à tout moment. Là, vous aurez mon adresse électronique, kevin@lacnic.net. Et si vous avez des petites questions, oui, je serai ravi de vous répondre. Aussi, je ne peux pas vous répondre directement. Je consulterai avec un collègue pour vous donner une réponse. OK. Alors, Obed, back to you. Merci beaucoup, Kevin, pour cette belle présentation sur l'importance d'adoption de l'IPv6 et surtout en Haïti. Donc, on est vraiment désolé de voir qu'on est à 0%, donc qu'on n'a rien fait jusqu'à présent. Donc, c'est pour cela que le sujet mérite notre attention, mérite l'attention des jeunes, mérite l'attention des acteurs et parties prenantes de l'Internet en Haïti. Donc, merci de vous avoir mis disponible pour nous, pour nous présenter l'IPv6 et l'importance de l'IPv6. Donc, on vient de recevoir des informations enrichissantes, donc et d'informations clés, par exemple, et les statistiques sur l'accès et le taux de pénétration qui monte et qui remonte avec ce mois de janvier, donc 2020, je crois. Donc, janvier 2020, OK. Moi, janvier 2020. Donc, merci beaucoup. Donc, je pense qu'en fait, que je vais partager la présentation avec tous les apprenants ou tous les boursiers à cette première école sur la gouvernance de l'Internet. Et
merci à vous tous et toutes qui ont pris tout ce temps pour participer pendant toute la journée, disons, un peu fatigante, pour, en fait, parce que c'est une expérience en ligne, c'est entièrement en ligne pour cette première journée. Donc, je pense que cela paraît un peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc, mais vous avez pu toucher jusqu'à la fin. Donc, merci à vous, merci pour votre patience. Et donc, nous applaudissons encore l'intervenant, donc M. Kevin Swift, pour sa belle présentation. Il est toujours disponible pour Haïti. Donc, il veut que ça bouge ici. Donc, nous, en fait, je crois que nous voulons que ça bouge en Haïti. Et c'est la raison de cette école nationale, ou cette école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet, en partenariat avec Haiti Development Institute et ILC, donc Innovative Learning Concepts, donc qui a fait un bon travail et qui est en train de faire, en fait, je ne peux pas parler l'école maintenant parce que normalement, mon ami Kevin n'a pas en fait, ce même crayon, disons. Et puis, donc, pour Haïti Development Institute qui se trouve aussi à Akaye, donc qui héberge aussi nos apprenants, plus de 15. Donc, bravo à vous tous qui ont pu arriver jusqu'à la fin. Et merci beaucoup, Kevin. Et déjà, donc, nous nous préparons pour la prochaine journée, qui est en fait la journée finale, demain. Donc, et je suis vraiment heureux de vous voir tous. Donc, demain, je ferai tout mon effort pour que vous puissiez me voir live. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas vous présenter, en fait, tout mon confort aujourd'hui, mais demain, vous l'aurez normalement. Donc, c'est ça. Merci à vous tous. Merci, M. Kevin Swift. Donc, et à demain. Et pour ceux qui habitent Port-au-Prince, nous vous rappelons que ce sera à AFPEC. Donc, et pour Akaye et Mirbalais, nous avons déjà, en fait, vous avez déjà les consignes avec M. Jackie Poto. Donc, je ne sais pas si M. Jackie Poto voulait ajouter quelque chose et avant que notre cher intervenant parte. Bon, et simplement pour dire merci à Kevin. Nous avons déjà pile d'informations et je pense que tout le monde qui a participé, je dis, a réellement bénéficié de toute l'information. Donc, merci beaucoup, et Kevin. Je souhaite que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous aura encore avec nous. Et merci à tous, merci à HDI, tout le monde qui est à Akaye, merci à tout le monde qui est en Baléo. Et puis à demain, 9h du matin. D'accord, à demain. Bye bye tout le monde. Merci Kevin. Et merci un peu tout le monde. Vous faites bravo nous aller. Merci pour bravo Akaye. Merci nous bravo. Merci.